À 17 ans, Gonzalo Martinez a déjà été condamné par la justice à une peine de prison. Mais les barreaux et les grillages ne l'arrêtent pas. Il réussit à s'évader avec d'autres détenus. Tous ces hommes appartenaient à des gangs. Ils étaient prêts à tuer. Il traverse la frontière mexicaine, débute une nouvelle vie et devient un baron de la drogue. Il faisait la fête, club de striptease, filles faciles. La police refuse que cette affaire soit classée sans suite. On ne s'arrête jamais quand on cherche ce genre de malfrats. Les criminels pensent parfois pouvoir échapper à la justice. Voici l'histoire d'un de ceux qui ont failli réussir. 29 juin 1997. À 17 ans, Gonzalo Martinez fait partie d'un gang violent qui sévit dans les rues de Denver, dans le Colorado. Mais sa vie de délinquant est sur le point de le rattraper. C'était une nuit comme les autres, qui a viré au cauchemar. Le jeune homme passe la soirée à boire chez des amis, tandis que de l'autre côté de la ville, son ex-petite amie, Sabrina Montoya, fait elle aussi la fête. Dans ces soirées, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Gonzalo Martinez connaît bien l'univers des gangs. À l'âge de 10 ans, il a pris une balle perdue lors d'une fusillade en pleine rue. À 13 ans, il vendait déjà de la cocaïne. À la soirée se trouve Sabrina. Une battle de rap oppose une fille de la soirée et le membre d'un gang. Elle gagne. Il est terriblement vexé. Le manque de respect, c'est pire que tout. J'imagine que les filles ont commencé à s'en prendre aux mecs. Le respect, c'est pas réservé aux mecs de gang, mais on réagit de manière plus agressive qu'une personne normale. Ils en viennent aux mains et le ton monte. Ils sont devenus violents. Ils ont agressé les filles et elles sont parties en menaçant de revenir les liquider. Sabrina déclare avoir téléphoné à Gonzalo pour lui demander de l'aide. Let's go, man. Let's do this, man. Come on. Let's do this, man. I'll see y'all around, man. Elle récupère Gonzalo et un autre membre du gang. Ils retournent sur les lieux de la soirée. Trois personnes sont touchées par une balle, mais leurs blessures sont légères. Did you see where the shooter went? La police se rend sur place et interroge les témoins. Quelques heures plus tard, Gonzalo Martinez est arrêté. Sabrina, elle aussi, est accusée de complicité de meurtre. Le mineur se dit innocent, mais il est déclaré coupable et condamné au même titre qu'un adulte. J'ai été accusé de 3 tentatives de meurtre et j'ai été condamné à 16 ans de prison pour chacun de ces 3 chefs d'accusation, soit 48 ans au total. Gonzalo Martinez connaît les lois de la rue, mais il s'apprête à découvrir la vie carcérale dans une prison d'État. Là-bas, il apprendra tout ce qu'il y a à savoir pour devenir un criminel avéré, ce qui changera son existence à jamais. Dans la prison d'Arkansas Valley, dans le sud-est du Colorado, Gonzalo Martinez sympathise rapidement avec Allen Lucero, 23 ans, et Alfredo Serna, 21 ans. Il leur explique qu'il doit purger une peine de 48 ans de prison. Alfredo Serna, aussi connu sous le nom de Houdini, doit son surnom à 2 évasions réussies. Septembre 1999. Alfredo Serna est prêt pour une nouvelle évasion. Il demande à Gonzalo Martinez de lui prêter main forte.
Je ne devais pas partir. Je devais simplement l'aider. Mon procès en appel n'était pas terminé. J'ai accepté de l'aider, mais je ne devais pas partir. Alfredo donne à Gonzalo sa première mission. Il doit trouver un moyen d'éviter les détecteurs extérieurs. Il sait qu'il doit s'en approcher suffisamment près pour comprendre leur fonctionnement. Il met une stratégie au point. Il déclenche une bagarre afin de se retrouver au mitard. Il sait qu'après son passage au trou, il sera soumis à des travaux d'intérêt général. Il fallait nettoyer la cour autour du périmètre de sécurité, près des clôtures. J'en ai profité pour étudier la portée des détecteurs, leur orientation, leur fonctionnement et la meilleure façon de les contourner, leurs points faibles. Et le meilleur moyen de ne pas être vu depuis les miradors. Tous les soirs, je faisais des croquis. Il prépare minutieusement leur plan et part à toutes les éventualités. On est allé à la bibliothèque pour étudier la carte, repérer les ruelles et les routes, les différents parcours pour un plan A, une évasion à pied, et un plan B, au cas où on se ferait repérer et tirer dessus. Il fallait anticiper toutes les situations. Pendant que Gonzalo Martinez étudie en détail comment sortir de la prison, Alfredo Serna organise l'aide qui viendra de dehors. John Smokey Kurtz est enquêteur pour l'administration pénitentiaire du Colorado. On a appris par la suite qu'une partie de cette évasion avait été organisée dans la salle des visites quand la mère d'Alfredo Serna venait ou quand elle lui téléphonait. Ils avaient prévu qu'une voiture les attende. Ils avaient des armes, de la drogue, de l'argent, tout ce qu'il fallait pour quitter la région. Mais il leur manque encore un élément essentiel. 2 semaines avant l'évasion, ils arrivent enfin à se le procurer. Ils se sont procuré une pince coupante. On a su qu'ils avaient dû payer une grosse somme d'argent pour l'obtenir. C'est un codétenu qui leur a fourni. Ils l'avaient récupéré dans un endroit d'où elle n'aurait pas dû sortir. C'est un outil interdit à tous les détenus. Mais ils ont réussi à l'avoir. Tandis qu'ils préparent leur évasion, Alfredo Serna et Allen Lucero recrutent un 3e détenu. Alfredo tente alors de persuader Gonzalo de s'enfuir avec eux. C'était un bon pote et personne d'autre ne voulait s'enfuir avec lui. Je ne comprenais pas pourquoi il voulait absolument que je parte et il m'a dit « Si on nous tire dessus, ça me donne une chance sur 4 de m'en sortir. » J'ai répondu « Ok, compris. » 7 décembre 1999. Le jour de l'évasion, le 4e détenu fait marche arrière et Gonzalo décide de se joindre à l'expédition. J'avais peu d'espoir. J'avais 48 ans à tirer. Je n'avais pas grand-chose à perdre. À la tombée de la nuit dans le centre pénitentiaire d'Arkansas Valley, Gonzalo, Alfredo et Allen savent que la situation joue en leur faveur. En décembre, la nuit tombe vite ici dans le Colorado. C'était un bon point. Les détecteurs étaient éteints parce que je faisais partie de l'équipe de l'entretien et qu'il fallait les éteindre pendant qu'on travaillait. À 17h30, ils se retrouvent dans le réfectoire. L'évasion peut commencer. Pour s'échapper, les prisonniers devront éviter de se faire repérer par les patrouilleurs en camion, passer inaperçus devant les 2 miradors et traverser 4 grillages. Gonzalo, Alfredo et Allen passent en courant derrière un des quartiers d'hébergement. Mais leur plan est vite compromis. Alors que le groupe se dirige vers le premier grillage, ils font une rencontre inattendue. On s'est retrouvés presque face à face avec des hommes de l'entretien. Ils sortaient de l'atelier et je sais pas comment ils ont fait pour pas nous voir. On pensait que c'était fichu. Il y a une caméra de ce côté, sur le terrain de handball. Mais on ne s'est pas fait repérer. Et on est passé par-dessus le grillage. Ensuite, il y avait les détecteurs, mais ils étaient éteints. Pour mettre toutes les chances de leur côté,
Il s'était arrangé pour qu'une diversion intervienne au bon moment. Pendant qu'on s'échappait, une dispute avait été organisée dans le réfectoire. Des détenus se battaient pour nous, pour mobiliser tous les agents de sécurité. Et une autre bagarre a éclaté dans les cellules, donc les agents ne savaient plus où donner de la tête. Il court jusqu'à la clôture suivante, sous les feux des projecteurs de la prison. Ils sont à découvert et n'ont nulle part où se cacher. Non loin de là, la voiture de patrouille commence sa ronde. Tandis que Gonzalo coupe la clôture avec la pince, la voiture apparaît à l'angle. Elle approche. Je leur disais, bougez pas, bougez pas. La voiture passe sans les voir. Alors qu'ils sont ainsi allongés au sol, depuis l'intérieur de la prison, les autres détenus regardent la scène. La découpe du grillage prend plus de temps que prévu et met les fugitifs en danger. Le temps qu'ils atteignent la dernière clôture, ils sont épuisés. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre plus de temps avec cette pince. Ils tentent le tout pour le tout et passent par-dessus la clôture et ses barbelés tranchants. Alfredo et Allen parviennent à franchir la dernière clôture et se mettent à courir vers la liberté. Mais Gonzalo n'a pas autant de chance. J'ai grimpé jusqu'en haut du grillage, mais je n'arrivais pas à franchir les barbelés. Je me suis retrouvé coincé en haut. Les autres étaient déjà partis en courant. Si les gardiens repèrent Gonzalo accroché au grillage, c'est un homme mort. Quand les détenus ont déjà franchi certains grillages, les gardiens sont autorisés à tirer. J'étais coincé et j'étais juste devant le Mirador. Je m'attendais à me faire tirer dessus d'un instant à l'autre. Le 7 décembre 1999, 3 détenus s'évadent d'un centre pénitentiaire dans le fin fond du Colorado. Ces détenus étaient très dangereux. Ils avaient tous les 3 été condamnés pour meurtre ou tentative de meurtre. Gonzalo Martinez est le dernier à escalader le grillage qui le sépare de la liberté, mais il est pris dans les barbelés. Dans un dernier effort, il parvient à se dégager et retombe de l'autre côté, 5,50 mètres plus bas. Quand je suis tombé par terre, j'ai dû reprendre mon souffle. Ensuite, j'ai réalisé qu'on avait réussi. Aucune alarme ne s'était déclenchée. Personne ne nous courait après. Je me suis levé, on a couru jusqu'à la voiture, on riait, on était contents. Dans une petite rue non loin de la prison, la mère d'Alfredo a garé une voiture pour eux. Dès qu'on est arrivé à la voiture, on s'est intéressé aux armes parce qu'ils risquaient de rapidement lancer les recherches. On a pris nos armes, on les a chargées. Mon pote s'est mis au volant de la voiture pour qu'on s'en aille. La batterie était morte. Le moteur faisait... Pour les 3 hommes, devoir continuer à pied serait risqué. Ils sont dans une région isolée et il fait un froid glacial. Tandis qu'ils essaient désespérément de démarrer la voiture, dans la prison, un des détenus décide de trahir les fugitifs. Il écrit un mot et le cache dans un rouleau de papier toilette vide. Il le jette ensuite dans une poubelle, non loin du bureau d'un des surveillants de la prison. En regardant dans la poubelle, il a vu le mot qui disait que 3 détenus étaient passés par-dessus le grillage et qu'ils s'étaient échappés. L'alerte est donnée. L'enquêteur Smokey Kurtz est un des premiers sur les lieux. Ce n'est pas le genre d'appel auquel on s'attend en pleine nuit. J'ai commencé à réfléchir pendant que je roulais vers la prison. Ma première inquiétude était de savoir si le personnel était sain et sauf, et ce que risquaient les habitants des environs. Tant qu'ils étaient en cavale, personne n'était en sécurité. Ces détenus étaient très dangereux.
Gonzalo Martinez avait été condamné pour 3 tentatives de meurtre dans la région de Denver. Alfredo Serna était un individu très dangereux qui avait tiré sur un agent de police. Et Allen Lucero avait tué un homme de 71 ans ici, dans la région de Colorado Springs. On savait qu'on avait affaire à des individus très dangereux qu'il fallait remettre en détention le plus rapidement possible. Les détenus tentent une nouvelle fois de démarrer la voiture. Par miracle, elle démarre. Ils savent qu'ils n'ont que très peu de temps avant que le secteur ne soit bouclé par la police. On savait qu'ils allaient barrer les routes. La police serait partout, dans les gares, les aéroports, les gares routières. Donc il fallait faire profil bas, le temps que les choses se tassent. Ils prennent la route vers Denver à 250 km de là, où ils ont des contacts et pourront se planquer quelques jours. On roulait, on fumait, on buvait. On était content d'avoir réussi. On se marrait. Il fallait qu'on arrive sur l'autoroute. Une fois sur l'autoroute, la voie serait libre. Alors que les 3 hommes s'éloignent, le périmètre de la prison est totalement bouclé. L'administration pénitentiaire lance une chasse à l'homme de grande envergure. Ils ont mobilisé toute une équipe formée à ce type d'opération. Ils ont déterminé un périmètre assez étendu. Au bout d'un moment, on a su qu'ils étaient motorisés et on a déployé beaucoup plus de moyens. Une demi-douzaine de services de la police se joignent à l'opération. Une brigade canine est déployée et des barrages sont placés sur la route pour tenter d'intercepter les fugitifs. Ils étaient prêts à se défendre. Ils n'avaient aucune envie de retourner en prison. Ils ne voulaient pas se faire prendre vivants. Ils n'auraient pas hésité à tuer des gens. Gonzalo, Alfredo et Allen ont 2 heures d'avance sur la police. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était que le temps jouait en leur faveur. Plus le temps passait, plus les chances de les retrouver s'amenuisaient. Ils atteignent enfin Denver, où ils essayent de se faire le plus discret possible. On venait de s'évader de prison et on roulait dans une voiture volée. Donc on priait pour ne pas se faire arrêter. On aurait tiré dans le tas. Alors qu'ils arrivent chez un homme qui doit leur fournir de l'argent et des vêtements, une voiture de la police de Denver apparaît derrière eux. La police nous suivait. On se tenait tous tranquilles dans la voiture. Celui qui était à l'arrière avait le calibre 12. C'était le premier qui devait tirer parce que l'agent venait de derrière. On s'était dit, dès qu'il approche de la voiture, on tire. J'entendais la sirène, j'étais stressé. Il y allait avoir une fusillade. Les 3 fugitifs sont prêts à tirer. Mais la voiture de police se déporte soudain vers la gauche et les dépasse. La pression retombe d'un cran. Mais au même moment, la police de la prison du Colorado passe les rues de Denver au peigne fin. Ils savent que Gonzalo et Alfredo sont du secteur et se mettent justement à patrouiller dans le quartier ciblé par les fugitifs. Ils gravitent généralement dans les secteurs où ils peuvent trouver de l'aide. Ils ont besoin d'argent et d'un endroit où loger. Donc ils vont voir leurs connaissances, leurs amis ou d'autres membres de gangs. Au tout début de la traque, toutes les pistes qui mènent chez des gens qui ont un lien avec les fugitifs sont potentiellement les bonnes. Les hommes qu'on recherche peuvent se trouver derrière chacune de ces portes. Il faut être très prudent. À l'époque, c'était la première fois qu'on traquait simultanément 3 hommes condamnés pour meurtre ou tentative de meurtre, évadés d'une prison aussi sécurisée.
D'une certaine manière, c'était du jamais vu. On avait déjà eu affaire à des évasions de ce type, mais cette fois-ci, la situation était particulièrement dangereuse. Et il fallait agir au plus vite. C'était essentiel. À chaque fois qu'on a affaire à des criminels aussi dangereux, notre premier objectif est de les remettre derrière les barreaux le plus vite possible. Yeah, for real, man. It's good to be back, man. Gonzalo, Alfredo et Allen retrouvent un gang qui leur procure des vêtements et de l'argent. They got me, though. I got out, though. You know what I'm saying? Ils préparent la prochaine étape. On n'avait rien prévu de spécial après l'évasion. L'idée, c'était qu'on se tire de notre côté. On ne devait pas rester avec ces types. Mais une fois dehors, les choses ont changé. On a pensé au Mexique. Je me suis dit que je pouvais y passer quelque temps, en attendant que ça se tasse. 48 heures après leur évasion, Gonzalo, Alfredo et Allen décident de quitter Denver. Alfredo Serna a de la famille à Juárez, au Mexique. Ils savent qu'ils y seront en sécurité. Ils parcourent les 1100 km qui les séparent du Mexique sans aucun problème. Alors qu'ils transportent des armes et du cannabis, ils passent la frontière sans être inquiétés. Au Mexique, la police patrouille en ville toute la nuit, gyrophare allumé. Aux États-Unis, quand la police allume ses feux, c'est pour vous arrêter, donc c'était un peu stressant. Ils attendent la nuit tombée pour se rendre chez les parents d'Alfredo. Quand on s'est réveillé le lendemain et qu'on est sorti de la maison, on a vu que c'était un village très pauvre. Les maisons sont en carton, les routes en terre, sans trottoir. Certaines maisons n'ont même pas l'eau courante. Mais on était libre. C'est là que j'ai vraiment senti que j'étais libre et que j'avais réussi. Gonzalo sait que le Mexique est le paradis des criminels en cavale. Juárez est l'endroit rêvé pour se planquer, pour échapper à la justice. C'est comme ça depuis le 19e siècle. C'est une immense ville, parfaite pour rester anonyme dans ces centaines, ces milliers de quartiers interchangeables où il est facile de disparaître. Une fois la frontière passée, on savait qu'on était tiré d'affaire. On était libre, heureux. Il fallait commencer une nouvelle vie. Pour ne pas se faire repérer, ils savent cependant qu'ils doivent se séparer. Ensemble, ils risquent d'attirer davantage l'attention. Au Mexique, tout le monde savait qu'on n'était pas du coin à cause de notre accent. Donc ça se voyait qu'on était des fugitifs. Surtout quand t'es tatoué. Ça se voit que tu viens de la rue. Les gens savaient qu'on était en cavale, mais ils ne savaient pas pourquoi. Allen Lucero ne parle pas un mot d'espagnol. Il sait qu'il ne peut pas rester à Juárez. 2 semaines après leur arrivée au Mexique, il choisit de retourner au Colorado. Nous avons été informés qu'il logeait dans un hôtel de la région de Colorado Springs. Cet hôtel se trouvait à quelques mètres du siège de l'administration pénitentiaire. 31 décembre 1999, la police procède à son arrestation. Allen Lucero retourne derrière les barreaux, tandis que l'administration pénitentiaire resserre son étau autour de Gonzalo Martinez et Alfredo Serna. Grâce à des renseignements qu'on avait obtenus un peu plus tôt, on se doutait qu'ils étaient partis au Mexique. En creusant cette piste, on a appris qu'ils étaient à Juárez. On a fait appel au service des marshals pour que quelqu'un, de l'autre côté de la frontière, prenne des photos du logement que l'on supposait être celui de Gonzalo. Grâce aux photos, on savait précisément où il se trouvait. Dans le même temps, Gonzalo et Alfredo tentent de trouver des papiers mexicains. Au Mexique, tout s'achète, absolument tout. On peut acheter un certificat de naissance, une carte d'identité ou un visa. On peut même aller au bureau qui édite les visas et en acheter un vrai
sous le manteau. Ils trouvent un gang mexicain prêt à leur vendre des papiers. Pour $50 chacun, ils deviennent des citoyens mexicains. Mais ils bénéficient d'une autre forme de sécurité. Les lois internationales interdisent aux autorités américaines de se rendre au Mexique pour les ramener. Celles-ci doivent attendre qu'ils traversent la frontière ou qu'ils commettent un délit au Mexique. Gonzalo et Alfredo en sont conscients et se tiennent à carreau. Ils travaillent honnêtement dans un centre d'appel. Je n'avais aucune raison de m'inquiéter. J'étais parfaitement couvert. Les autorités mexicaines ne s'intéressaient pas à moi et les Américains ne pouvaient pas venir me chercher. Une fois de l'autre côté de la frontière, il était tranquille. Personne ne le traquait. On ne peut pas aller chercher quelqu'un comme ça, même si c'est un fugitif. On ne peut pas le traquer là-bas. Avril 2000. La famille d'Alfredo Serna a des ennuis avec la justice dans le Colorado. Il décide alors d'y retourner. Quelques jours après son arrivée à Denver, le bruit court qu'il est de retour. Il se cache chez des amis membres d'un gang. On a monté une opération de surveillance à Denver avec les moyens dont on dispose là-bas. On a mis une équipe du SWAT sur le coup. On a encerclé les lieux. Sa présence sur place a été confirmée, mais il a été alerté et il a sauté par-dessus la clôture arrière. Il a franchi la clôture avant qu'on ait eu le temps de déployer tous nos véhicules. Donc on lui a couru après. Il a fini par se retrouver dans une rue et s'est retrouvé nez à nez avec les hommes du SWAT. Après 6 mois de cavale, Alfredo Serna est arrêté. Tandis qu'Alfredo Serna retourne en prison, Gonzalo Martinez vit dans la misère. Il habite dans un taudis, sans eau ni électricité. Le confort qu'il avait dans le Colorado lui manque. Il décide alors de reprendre l'activité qu'il connaît le mieux. Vendre de la drogue, c'est la seule vie que j'ai jamais eue. La seule façon que je connaisse de gagner de l'argent, depuis que j'ai 13 ans. Quand on travaille, on gagne une misère. On survit, mais on est loin du grand luxe. Je n'y arrivais pas avec un travail honnête. J'ai lâché mon boulot, ça servait à rien de se lever à 8 heures du matin. Avril 2000. Gonzalo Martinez commence un petit trafic. Il vend de la drogue dans les bars de Juarez, principalement aux étudiants américains. Il faisait la fête tout le temps. Petit à petit, Gonzalo augmente son volume de vente. Mais il joue à un jeu dangereux dans un monde sans pitié. C'est un univers très violent. Si vous perdez une livraison de drogue, ou si vous êtes soupçonné de l'avoir perdue, vous êtes mort. Ils vous tuent, vous décapitent, vous brûlent, vous plongent dans une cuve d'acide, ou vous coupent les doigts. La torture est sans limite. Des gens sont enlevés dans la rue, ils disparaissent et on n'entend plus jamais parler d'eux. À mesure que le trafic de Gonzalo Martinez prend de l'ampleur, ses contacts avec la police locale augmentent eux aussi. La police participe aussi à ce commerce. J'ai déjà fait la fête avec eux. Je connaissais leurs femmes et leurs familles. Je pouvais acheter la carte d'un lieutenant ou d'un plus gradé si je voulais. Il l'a signé au dos et il écrivait « C'est mon cousin ou mon neveu. Si tu l'arrêtes, appelle-moi ou laisse-le partir. » C'est une carte pour t'éviter la tôle. Ce type de contact est essentiel pour survivre au Mexique si vous baignez dans des affaires illégales ou pour échapper à la justice. Il pouvait circuler librement, comme n'importe quel citoyen mexicain, comme si ce n'était pas un criminel, et avoir une vie normale. S'il avait le moindre problème, il sortait sa carte. Après avoir vendu de la drogue pendant plusieurs mois, Gonzalo Martinez est engagé par un caïd du narcotrafic qui cherche à étendre son activité aux États-Unis. Il gagne désormais $60 000 par semaine. Je transportais pas loin de 90 kilos par semaine. Certains passeurs n'arrivent jamais à destination ou se faisaient coffrer. Il y avait des pertes. Décembre 2000.
1 an après son évasion, Gonzalo Martinez décide de traverser la frontière avec une amie à lui et les parents de la jeune femme. Ils se rendent à El Paso, au Texas, pour dîner. Mais Gonzalo n'a que des papiers mexicains. Il espère faire illusion avec son niveau d'anglais. On faisait la queue. J'étais stressé. Je me disais que je mettais ma liberté en jeu. J'essayais de passer la frontière avec ces femmes sans aucune raison valable. Ils arrivent à la frontière américaine et un agent demande à Gonzalo ses papiers d'identité. Il explique qu'il est américain, le fils d'une des femmes dans la voiture. Il explique qu'ils sont allés dîner à Juarez et qu'ils rentrent chez eux. L'agent de la police des frontières a des doutes. Il voulait pas me laisser passer. Il m'a fait sortir de la voiture et m'a pris par le bras. Quand il a fermé la porte derrière moi, je suis passé en mode survie. Je regardais le plafond, je regardais partout, j'essayais de trouver un moyen de m'enfuir. Je voulais surtout échapper à la lecture des empreintes digitales parce que dès qu'ils auraient mes empreintes, ils sauraient tout. On l'emmène tout droit vers le lecteur d'empreintes. J'étais prêt à tout. Ils ne méritaient pas de subir ce que j'avais prévu de leur faire, mais il fallait que je me tire par tous les moyens. Gonzalo Martinez réagit rapidement et demande à l'agent de police la permission d'aller aux toilettes. Il parvient à gagner du temps. Je l'ai frappé, il m'a lâché et je suis parti en courant pour repasser de l'autre côté de la frontière. Je repartais vers le Mexique. Il me courait après, il criait. Je courais à contresens parmi la file de gens. Je courais, je bousculais tout le monde. Le jeune homme a peur que la police des frontières américaines ne prévienne les autorités mexicaines qu'il court dans leur direction. Il tente tout ce qu'il peut pour se fondre dans la foule. J'ai vu cette femme avec un bébé dans les bras. Je lui ai raconté que j'avais besoin de son aide, que j'étais poursuivi par la police, que j'avais juste besoin qu'elle m'aide à traverser la frontière. Et là, j'ai pris son bébé. Avec cette femme et son enfant, il espère passer inaperçu. Gonzalo Martinez emprunte un escalier qui le conduit directement à Juarez, évitant ainsi la police mexicaine. J'ai pris l'escalier, j'étais à Juarez, j'étais libre. La femme était là, en train de pleurer. Je lui ai rendu son bébé et un billet de $20. Je lui ai dit merci. Elle m'a dit que j'étais fou. À présent qu'il est de nouveau en sécurité à Juarez, Gonzalo Martinez décide de jouer plus gros et élargit son réseau de trafic de drogue. Je pense qu'il était intelligent, courageux et expérimenté. Je pense qu'il était prêt à prendre des risques et qu'il a grosso modo eu de la chance, parce que c'est une activité dangereuse. Il semble que Gonzalo Martinez occupait un rang intermédiaire dans la hiérarchie, mais il était doué, rapide, et il gravissait rapidement les échelons du monde de la drogue. À mesure que l'argent rentre, le jeune homme achète des voitures et des maisons. Mais en progressant dans le milieu, il finit par se frotter aux dangereux cartels de la drogue mexicain. Les cartels sont en guerre. Ils sont toujours en concurrence, donc on risque toujours d'y laisser sa peau, plus vite qu'on le pense. Pendant qu'il mène la belle vie à Juarez, l'administration pénitentiaire du Colorado reste à l'affût de la moindre occasion pour coincer le fugitif. Ils savent où il se planque, mais ne peuvent rien entreprendre. Je ne connais rien d'aussi frustrant. Dès qu'un criminel passe la frontière mexicaine, on ne peut plus l'atteindre. On ne peut rien faire, si ce n'est attendre que les autorités mexicaines agissent. Gonzalo Martinez soudoie régulièrement la police mexicaine et continue de vivre sa vie de caïd de la drogue. Mais ses proches lui manquent toujours. Pendant tout le temps où j'étais au Mexique, je ressentais un grand vide en moi. Je m'étais enfui pour retrouver ma famille et il me manquait. Je me sentais seul. Je n'avais pas ce que je voulais. Tout ce que j'avais, c'était des biens matériels. En mars 2001, après 16 mois de cavale, le fugitif a tellement besoin de voir sa famille qu'il décide de retenter sa chance.
il se rend à nouveau à la frontière. Je me suis bien habillé, comme quelqu'un de normal, avec un pantalon, une belle chemise, des chaussures. Il devait être 23 heures. Ma copine m'a accompagné. Elle n'arrêtait pas de pleurer en me demandant de ne pas partir. Gonzalo Martinez n'a toujours pas de papier américain. Il approche du poste de police. Je lui ai raconté que je venais de me faire agresser ici, au Mexique, qu'ils avaient pris mon portefeuille, tout. Je n'avais plus de papier. J'étais venu faire la fête ici et mes parents, ma famille, personne ne savait que j'étais là. L'agent a des doutes. Elle appelle un supérieur qui emmène le jeune homme dans les locaux où il avait eu des sueurs froides 3 mois auparavant. Ils m'ont placé devant un bureau. Le lecteur d'empreintes était là. Les agents se sont approchés, de plus en plus nombreux. Ils étaient là. C'est le fugitif? C'est lui? Le quoi? De quoi vous parlez? Ils ont regardé mon tatouage. Ils trouvaient que ça ressemblait à un tatouage de prisonnier. Ils m'ont demandé si j'avais fait de la prison. Je leur ai dit que non. Ils m'ont demandé quel était mon gang. Je leur ai dit aucun. Les agents ne croient pas à son histoire. Ils m'ont dit qu'ils reconnaissaient bien mon tatouage, mais je niais tout. Et là, ils ont voulu prendre mes empreintes. J'étais coincé. Je me suis dit, c'est fichu. Gonzalo Martinez est encerclé par les agents de la police des frontières. Il s'apprête à lire ses empreintes. Si elles sont listées dans leur fichier, il peut tirer un trait sur sa vie de fugitif. Gonzalo Martinez, un prisonnier en cavale au Mexique depuis plus d'1 an, a pris le risque de vouloir passer la frontière américaine pour revoir ses proches. Il est encerclé par les agents de la police des frontières. Il n'a aucune issue. Ils ont scanné mes empreintes et on attendait les résultats. Avec tous ces agents derrière moi, je me demandais comment me tirer. All right. Okay, this is going to come back. It's going to tell us who you are. Il n'a même pas le temps de réagir que les résultats sont déjà là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit ce n'est pas mon nom qui est sorti, soit le mandat d'arrêt n'y figurait pas, mais s'ils avaient su qui j'étais, ils m'auraient arrêté. Mais ils ne l'ont pas fait. La police notifie à Gonzalo Martinez qu'il n'est pas autorisé à passer la frontière. Le jeune homme sait qu'il joue avec le feu. Il préfère ne pas insister et demande à partir. En repartant, j'ai pas traîné. J'avais peur qu'ils me disent de revenir, donc je marchais vite. Je courais presque. Et j'étais soulagé. Content. Gonzalo Martinez rentre chez lui et reprend sa vie de trafiquant et de fêtard. En août 2002, il se rend à une soirée à Juarez. On était à une fête chez des amis et l'un d'eux s'est embrouillé avec un groupe rival de dealers. Les esprits s'échauffent. Très vite, le ton est monté et il y a eu des coups de feu. Il y a eu des morts. J'ai été arrêté sur les lieux du crime. Gonzalo Martinez présente ses faux papiers. Il est jugé pour meurtre en tant que citoyen mexicain. Les autorités n'ont alors pas connaissance de son mandat d'arrêt aux États-Unis. Mais il ne faudra pas longtemps à la police américaine pour s'infiltrer dans la brèche. La famille de la victime sait qu'il est en cavale. Ils sont allés le dire au juge. Il est américain, pas mexicain. Il est recherché aux États-Unis. Du coup, le FBI a été mis sur le coup. Ils ont pris mes empreintes. Ils ont enlevé ma chemise pour photographier mes tatouages. Et mon vrai nom a fini par ressortir.
Après 21 mois, la cavale de Gonzalo Martinez vient de prendre fin. La police met enfin la main sur le fugitif. Des questions politiques retardent le procès et il faudra 2 ans avant que le jeune homme ne soit extradé vers les États-Unis. L'affaire attire l'attention des 2 gouvernements. Vicente Fox, le président du Mexique, a négocié avec le département d'État et Colin Powell pour en finir avec cette situation et pour ramener Gonzalo Martinez dans le Colorado. À l'époque où Gonzalo Martinez a été extradé, c'était plutôt rare. C'est la preuve que le gouvernement américain accordait beaucoup d'importance à ce dossier. C'était une décision difficile pour le gouvernement mexicain, mais il a choisi de coopérer. Gonzalo Martinez est prêt à tout pour éviter l'extradition. Il préfère rester dans la prison mexicaine où il sait qu'il pourra acheter sa libération. Même derrière les barreaux, il tente de manipuler le système. Je savais que la prison était ma seule option, mais c'était au Mexique ou aux États-Unis. Donc j'ai tout fait pour être jugé au Mexique. En prison, j'ai poignardé des détenus, j'ai pris de la drogue, j'en ai même vendu, mais rien n'y a fait. Il me disait qu'il ne m'inculperait pas parce qu'il savait que j'essayais d'empêcher mon extradition. Mai 2004. Smokey Kurtz reçoit l'appel qu'il attendait. J'ai reçu un appel de l'inspecteur général. J'étais à Pueblo pour une affaire quand je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit de prendre mon passeport. Je ne comprenais pas pourquoi et il m'a dit « Vous allez au Mexique chercher Gonzalo Martinez ». Je n'en revenais pas. Smokey Kurtz et Gonzalo Martinez prennent un vol régulier à destination de Denver. Mais là encore, ils cherchent un moyen de s'échapper. Il m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe si je ne me laisse pas faire ?» Je lui ai demandé s'il savait piloter cet avion et il m'a dit que non. Donc, je lui ai répondu qu'il ferait mieux de rester assis. Après près de 3 ans passés à fuir, Gonzalo Martinez retourne en prison. Il est placé dans un centre de détention de Canyon City, dans le Colorado. Une prison de très haute sécurité. Il va devoir purger les dernières années de la peine pour laquelle il a été condamné à l'époque, soit 3 tentatives de meurtre. À cela, il faut ajouter 12 ans pour s'être évadé. Il lui reste pas mal d'années à faire. De nos jours, on ne s'arrête jamais d'enquêter sur les affaires. Même si elles sont anciennes. On ne s'arrête jamais tant qu'on n'a pas mis la main sur ce genre de malfrats. C'est trop dangereux. Gonzalo Martinez a bien failli échapper à la justice. Au cas où il songerait à recommencer, l'administration pénitentiaire est prête. Il va rester incarcéré dans une unité hautement sécurisée pendant un bon moment. On l'a à l'œil. Il a déjà réussi à s'évader et il pourrait recommencer. Le prisonnier Martinez n'a pas de remords. Il est fier de son exploit. On me considère différemment. J'ai accompli quelque chose d'unique. C'est le rêve de tout le monde de s'évader de prison, surtout quand on n'a rien à perdre et qu'on a pris perpète.